au commencement du monde, la forêt n'était habitée que par un seul peuple. Ce peuple vivait en harmonie avec les Ekura, esprits de l'univers. La lune était un Ekura qui habitait le corps d'un grand chaman. À la mort du chaman, la lune quitta son corps pour errer dans l'espace. Un bûcher fut dressé pour les funérailles, et pendant que ses cendres refroidissaient, la lune descendit pour manger les os calcinés. Le fils du chaman se saisit alors de son arc et tira sur la lune sans pouvoir l'atteindre. La communauté, ivre de fureur, décocha une multitude de flèches, mais aucune n'atteignit son but. On alla chercher Shuirama, le meilleur tireur. Il prit une longue flèche, banda son arc. Sa flèche monta vers la lune, disparut dans les nuages et la toucha en plein cœur. Des flots de sang s'écoulèrent sur la terre, et de chaque goutte de ce sang naquit un Yanomami, guerrier féroce, fier et courageux. Une autre légende venue d'Europe, la légende de l'homme doré, aura, elle, de terribles conséquences sur tous les peuples amérindiens. El Hombre Dorado, la folle aventure des conquistadors et leur quête de l'or. Née sur les plateaux colombiens du Cundinamarca, elle donnera ensuite l'Eldorado. C'est depuis le Venezuela, par le fleuve Orénoque, long de 2200 km et dont le delta sur l'Atlantique se déploie sur 300 km, que s'organisera une grande partie des expéditions de conquête. Vers les sources de ce grand fleuve survivent encore aujourd'hui les derniers Indiens forestiers, Yanomami. Ils vivent sur le haut bouclier guyanais, dans une région montagneuse, et se fractionnent par groupes de 20 à 100 personnes. Il y a 500 ans, fuyant les invasions des conquistadors et les Indiens Caraïbes, ils se sont retranchés dans la Sierra Parima, au cœur de la forêt amazonienne. La région de la Parima reste très difficile d'accès. En provenance de Caracas, il faut 2 heures d'avion pour rejoindre Puerto Ayacucho. Puerto Ayacucho, capitale fédérale de l'Amazonie vénézuélienne, 80 000 habitants. Deux à 3 jours sont nécessaires à la préparation logistique d'une expédition vers les sources du Haut-Orénoque et les territoires Yanomami. Les autorisations administratives, délivrées par la Direction des Affaires indigènes à Caracas, doivent être visées par les autorités fédérales de Puerto Ayacucho. Depuis la fin des années 80, la région est fermée pour éviter toute intrusion non contrôlée. Les missions évangéliques, les garimperos et même certains scientifiques n'ont plus légalement accès à ce territoire. L'embarcadère de San Mariapo, à 70 km de Puerto Ayacucho, permet de contourner les grandes rapides des Atours. C'est le point d'embarquement le plus adapté pour une expédition dans la forêt vénézuélienne. 2 bateaux, 150 kg de vivres, 2 moteurs de 40 chevaux, 2000 litres de carburant sont nécessaires à ce voyage. Le succès d'une telle expédition tient entre autres à 2 raisons, une bonne gestion de l'essence et le bon état des moteurs.
les bateaux remontent l'Orénoque en fin de matinée. La rive droite du fleuve délimite la frontière avec la Colombie sur 350 km. Il est fort peu conseillé de bivouaquer de jour comme de nuit avant d'avoir effectué cette distance. La guérilla colombienne, ainsi que les narcotrafiquants, sillonnent fréquemment la région. L'équipe se compose de 2 motoristes vénézuéliens, de Juan Carlos, spécialiste des cultures indigènes et des sérums antivenins, 2 interprètes Yanomami, Francisco Guzman, cacique de la tribu d'Ocamo, et José Valero, né d'un père Yanomami et d'une mère blanche brésilienne, enlevé par une tribu au début des années 50 sur un affluent du Rio Negro. José a toujours vécu en forêt avec ses frères Yanomami. Et le responsable de cette aventure, Thierry Huette. Il fréquente cette région depuis 14 ans. Il a noué des relations amicales et affectives avec de nombreuses communautés et chefs de communauté. Sans ces connaissances, il est difficile, voire dangereux, de se passer de l'assentiment des chefs de tribu que l'on peut croiser à toutes les confluences. Thierry a décidé de remonter jusqu'aux sources du Putaco. Il y a 10 ans, il a rencontré et recensé 3 communautés Yanomami. Au 4e jour de navigation, après avoir passé l'ancienne mission d'Ocamo, sur le fleuve du même nom, apparaissent les premières pirogues. Les Indiens, qui vivent autour des missions évangéliques et salésiennes, ont perdu une grande partie de leur culture originelle. La christianisation, le développement des transports et des échanges par le fleuve ont considérablement modifié leur mode de vie. Ils restent malgré tout rebelles à toute forme d'assimilation complète et leurs croyances demeurent. 2 Indiens, autostoppeurs du fleuve, embarquent pour la suite du voyage. Ils confirment, comme le supposait Thierry, l'existence de communautés sur le Rio Putaco à 2 jours de navigation. Ah non, pas ça. Pas atrás, mejor de hacer una vuelta. Sur les premiers raudals du Putaco, l'expédition se sépare et abandonne la lancha. Un motoriste vénézuélien et un Indien garderont le bateau et sa précieuse cargaison de carburant pour le retour. Francisco prend le risque de franchir les rapides sur le côté droit de la rive. S'il parvient à franchir les tourbillons, c'est une demi-journée de gagnée. Sinon, les hommes devront transporter le bateau et sa cargaison par les rives avec un dénivelé de 30 mètres sur une distance de 300 mètres.
5 jours après avoir quitté San Mariapo, à la sortie d'une ultime difficulté, c'est la rencontre avec un Yanomami. Le oui des Yanomami est très développé, et le bruit du moteur les a alertés depuis très longtemps. Néanmoins, ils sont surpris. Leur comportement n'est pas hostile, ils aident à débarquer le matériel, rassurés par la présence des Yanomami qui accompagnent l'expédition. Celle-ci s'installe à l'intérieur d'une enceinte circulaire appelée Chabono. Avant la nuit, les Indiens renforcent les structures pour fixer les hamacs. L'habitat est construit pour les Yanomami qui pèsent en moyenne 55 kilos. Le Chabono est l'habitat traditionnel. Il mesure entre 50 et 100 mètres de diamètre. C'est une vaste enceinte circulaire qui comporte sur sa périphérie un auvent dont les structures sont constituées de longues perches. La façade intérieure mesure jusqu'au faîte environ 7 mètres et s'ouvre sur la place centrale. Dégagée de toute végétation, elle représente la voûte céleste. Cinq ou 6 portes s'ouvrent vers la forêt et sont fermées la nuit. Le Chabono est conçu comme une fortification à usage défensif. À l'intérieur, objets, vanneries, arcs, marmites sont suspendus de manière éparse. Des bréchets d'oiseaux, des mâchoires de poissons, des os de mammifères accrochés servent de talisman. Des hamacs sont fixés au soutènement, des marmites en fer ou des machettes et quelques vêtements. Ces objets circulent et s'échangent dans la forêt. Encore aujourd'hui, quelques communautés vivent dans des endroits très reculés et peuvent ne jamais avoir vu d'homme blanc. Pourtant, elles possèdent des produits manufacturés. Passé de main en main, de tribu à tribu, à travers la forêt, l'objet précède souvent l'homme blanc. Très isolés et pouvant rester plusieurs années sans contact, les Pachopekateri doivent et savent se passer de ces objets. Pour les hamacs, le tissu n'a pas remplacé le coton ou la liane. La liane massi-massi, coupée en tronçons de 2 mètres, est passée au feu avant d'être écorcée puis écaffée. Elle est ligaturée aux extrémités. La vannerie, très prisée chez les Yanomami, est troquée lors des déplacements dans la forêt contre objets ou denrées. Le troc
est le moteur économique de cette société. Les familles vivent côte à côte, sans séparation apparente. Ce sont les foyers, perpétuellement incandescents, qui délimitent les cellules familiales. L'épouillage, en plus d'être une nécessité, est un signe de tendresse et d'affection. Les poux sont croqués entre les dents et mangés, car s'ils tombent à terre, ils pourraient se transformer en l'esprit malfaisant du scorpion. Le sevrage des enfants Yanomami se fait aux alentours de leur 3e année. Jusqu'à cette date, les femmes n'auront théoriquement aucun rapport sexuel. Les enfants Yanomami sont rois. On les laisse faire pratiquement tout ce qu'ils veulent, sans réprimande. Surtout les garçons, qui dès leur plus jeune âge, pratiquent des jeux souvent agressifs, parfois violents. Ces rapports de force encouragés par les adultes font partie de la vie des Yanomami. Les simples querelles de voisinage ou des disputes entre femmes sont fréquentes. Des conflits souvent plus graves se produisent entre les communautés pour des questions d'honneur ou pour la possession des femmes régulièrement enlevées. Le déficit féminin naturel de 8 femmes pour 10 hommes et la polygamie exacerbent les rivalités, génèrent la guerre. La pratique de la polyandrie, à savoir l'usage donné à la femme d'avoir plusieurs époux, avec l'assentiment du premier mari, diminue la fréquence des affrontements. Chez les Yanomami, la guerre est culturelle. Le cycle fatidique des menaces, de représailles, des attaques, des contre-attaques est perpétuel. Et les vengeances se transmettent de père en fils. Les alliances avec les tribus amies se font et se défont. Heureusement, les désirs de guerre ne sont pas systématiquement menés à terme. Les duels entre offensés et offenseurs s'arrêtent aux premières blessures ou se transforment en simples joutes oratoires. La réputation de férocité permanente des Yanomami, relatée dans les années 70 et 80, a été largement fabriquée et exagérée par des ethnologues et anthropologues américains. En 14 ans de voyage chez les Yanomami, Thierry, le chef d'expédition, n'a eu connaissance que de 2 conflits sérieux ayant entraîné la mort de 4 guerriers dans la région des rios Orénoque, Mabaka, Putako et Okamo. Les Pachopekateri ont décidé de construire un plus grand chabonneau sur le bord de la rivière. En général, chaque chef de famille construit la partie qu'il va occuper avec femmes et enfants. En fonction de leurs priorités, la durée de construction varie de 2 semaines à plusieurs mois. Cette société adepte du farniente peut parfois de façon surprenante abattre un travail phénoménal. Si un chabonneau est détruit suite à des intempéries, les Yanomami peuvent construire en quelques jours une nouvelle structure. Hormis la simple dégradation naturelle, c'est souvent la maladie ou la mort d'un ou plusieurs individus au sein de la communauté qui motive la construction d'un nouvel habitat. Le malheur s'étant abattu sur le chabonneau, il faut au plus vite partir pour conjurer le sort.
Les femmes ont pour charge toutes les corvées de portage, notamment le bois qu'elles vont couper à proximité du jardin. Le jardin, appelé Konuko, se situe à proximité immédiate du chabonneau. Sa création est liée à la fabrication de l'habitat. Sa culture n'excède jamais 3 ou 4 années, ce qui est la durée de vie de la structure végétale du chabonneau. Dans ce jardin, on trouve essentiellement des tubercules, comme la yucca, un peu de coton, de la papaye, la canne à flèche et l'aliment de base, la banane plantain. Les Yanomami ne sont ni un peuple agriculteur, ni un peuple chasseur-collecteur. Ils sont tantôt l'un, tantôt l'autre. Ils peuvent très bien vivre pendant de longues périodes comme des agriculteurs près des jardins, en chassant autour de celui-ci. Et ils peuvent également pendant de longues périodes, lorsque leur territoire de chasse et la terre s'épuisent, vivre uniquement des ressources de la forêt. Ils sont semi-nomades. Le bois sert à alimenter les foyers qui ne doivent jamais s'éteindre. Selon la croyance, au début du monde, les Yanomami l'ont volé dans la bouche du dieu Caïman. Et ils doivent le conserver éternellement, sous peine de mauvais sort. À chaque déplacement ou transhumance dans la forêt, les Yanomami gardent un tison incandescent. Le tabac, également cultivé dans le jardin ou ramassé à l'état sauvage, est très apprécié. Les feuilles sont roulées dans la cendre, réhumidifiées, puis compactées en boules pour former une chique. Il est consommé à longueur de journée, aussi bien par les hommes que par les femmes. Cette consommation permanente déforme légèrement la lèvre inférieure. La paresse est caractéristique de leur tempérament. Les activités ne représentent que quelques heures par jour, 4 à 5 au maximum pour les femmes et 3 pour les hommes. Le peu de temps de travail des hommes dans et autour de l'habitat est compensé par la chasse et la pêche. La connaissance des Yanomami du monde végétal leur permet de reconnaître plus de 300 espèces de plantes et de savoir quelles sont celles mangées par le gibier pour mieux le chasser. La chasse peut durer plusieurs jours. Elle est rarement prodigue. La saison sèche est plus propice à la traque des gibiers. Tapirs, singes, jaguars, caïmans, toucans, toutes sortes d'oiseaux. Pendant les périodes de chasse, la communauté tout entière peut abandonner l'habitat pour de larges migrations. C'est le Waomi.
La forêt fournit toute autre sorte de ressources complémentaires. Les fruits, divers, variés et délicieux, sont cueillis au hasard des déplacements. Consommés sur place, ils sont ramenés en petite quantité au chabonneau. L'humidité et les insectes ne permettent pas de conserver les aliments. Les termites, les fourmis, les chenilles sont grillées et apportent également un complément de protéines. Un chasseur revient avec du gibier qu'il distribue en part égale à toutes les familles. Lui-même n'en mangera pas. La spiritualité Yanomami ne permet pas au chasseur de manger le gibier qu'il a tué, ni même de prononcer le nom de l'animal. À la naissance, tout Yanomami a un double animal, mais il ne connaît pas ce double. Aussi, le nommer ou le manger reviendrait à se jeter un sort irréparable. Les gibiers et poissons sont boucanés, puis bouillis durant des heures. Aucune chair ne pourra être consommée sans être cuite à l'excès. Seuls les nabés, qui signifient hommes qui n'ont pas la connaissance, et dont nous faisons partie aux yeux des Yanomami, peuvent manger la viande crue. L'ethnie Yanomami est un des rares peuples au monde à ne pas connaître le sel. Pour relever le goût des aliments, ils fabriquent à partir d'une infusion un breuvage au goût salé. Aucune règle ne régit la faim chez les Yanomami. Manger est une occupation de tous les instants. La nécessité et la fréquence des repas est capitale pour l'apport protéinique qui reste de toute façon très pauvre et insuffisant. L'espérance de vie chez les Yanomami se situe autour de 30-35 ans. Carence alimentaire, problèmes parasitaires, paludisme ou dysenterie sont les principales causes de mortalité. L'éloignement des sources de la rivière Putako et les difficultés de navigation ne permettent pas à des missions médicales de soigner ces communautés. L'autorité spirituelle dans la civilisation Yanomami est détenue par les chamans. Pour atteindre le chemin des esprits, les chamans utilisent des hallucinogènes. Le plus puissant, le yopo, provient de l'écorce de cet arbre.
Le yopo est insufflé avec une canne à flèche. Cette drogue ouvre le chemin des esprits, surnommé Ekura. Ceux-ci jouent un rôle capital dans l'univers des Yanomami. Ils sont source de vie, mais aussi de maladies et de mort. Koroncho, le chaman des Pachopekateri, reçoit plusieurs prises de drogue, 5 ou 6. Ces prises successives permettent d'atteindre 3 niveaux de spiritualité. Mineurs, comme l'esprit de la forêt, les oiseaux, le vent, le bruissement des feuilles. Intermédiaires, les petits animaux. Et majeurs, la foudre, la montagne, le caïman, le jaguar. Le chaman part en voyage dans les multiples niveaux qui composent cet univers. Le yopo fait vomir. Les souillures ne seront nettoyées sur le corps qu'après le voyage hallucinatoire. Elles représentent les excréments des esprits et ne peuvent être enlevées sous peine de leur déplaire. Les esprits sont dans le corps de Koroncho. Il les interpelle et devient le porte-parole des Ekura. José Valero, notre guide, de la communauté des Wanitaperi sur le Haut-Orénoque, est lui aussi chaman. Quand vient l'esprit des arbres, il tombe comme une averse, et ensuite il se propage aux alentours, et la forêt se met à chanter. Et toucan. Tout d'abord le toucan, puis le singe, et l'esprit appelle toutes les créatures à chanter. Tous les oiseaux, tous les animaux, c'est comme une musique. Les chamans invoquent quotidiennement les esprits pour tous les événements de la vie. Un bon chaman doit savoir guérir le corps, protéger sa communauté des maléfices et des dévoreurs d'âmes, jeter des sorts aux ennemis. Pendant tout le temps de la cérémonie, les enfants sont éloignés, car ils ne seraient pas capables de résister aux puissances occultes. Les femmes sont également écartées à cause de l'odeur vaginale qu'elles sont censées répandre autour d'elles et qui déplairait aux esprits. Des femmes et des enfants qui participent au rituel uniquement pour être soignés. La vie des Yanomami est rythmée par une spiritualité omniprésente. Dès la naissance, les esprits guident et protègent. Après la mort, les cendres des défunts sont mélangées et bues par chaque membre de la communauté. Une cérémonie qui permet aux morts de trouver le repos. Ils n'ont plus à errer dans la forêt, au milieu des mauvais esprits, et ne viendront plus hanter leurs proches. Les objets leur ayant appartenu seront également brûlés, et plus personne ne prononcera leur nom. Selon les croyances Yanomami, la vie sur la terre représente le paradis, et la mort est un long purgatoire.
Les prises d'hallucinogènes ne sont pas forcément liées au chamanisme. C'est aussi un moment de convivialité, de fête, d'initiation pour les jeunes guerriers. Quelques Pachopekateri décident d'aller visiter une communauté parente qui vient d'établir un habitat de chasse dans la forêt, un Waomi. Ce Waomi est situé entre les rios Putako et Renita, à une demi-journée de bateau et une journée de marche. Thierry décide de les accompagner. Un minimum de matériel est acheminé dans un premier temps en bateau et des Indiens retrouveront l'équipe en amont pour le portage. La configuration de la rivière a changé, le niveau d'eau a baissé. Moteurs, bateaux et vivres sont transportés sur la rive. Cette logistique nécessaire au déplacement amuse beaucoup les Yanomami. Quand ils décident de vivre en forêt, hors de leurs chabonneaux, ils n'ont besoin que de leur arc, leurs flèches et leur hamac. Après avoir abandonné le hors-bord, il faut progresser sur des chemins qui ne sont visibles que par les Yanomami. Leur sens inné de l'orientation leur permet de se déplacer pendant des jours sans s'égarer. Thierry reste vigilant. Il sait par expérience que s'il les perd de vue, ils peuvent ne pas s'arrêter et ne pas revenir. Pour éviter ce genre de désagrément, Thierry place en arrière 2 ou 3 hommes lourdement chargés. Arrivés au sommet d'une petite montagne, dans une clairière, les Ayueteri ont déjà presque fini d'installer l'habitat nomade. Le poisson est l'une des principales ressources en protéines. S'il est relativement facile de le pêcher en rivière avec du fil et des hameçons, au milieu de la forêt, bien que présent dans tous les ruisseaux ou mares, les techniques de pêche sont différentes. Les Yanomami utilisent un poison naturel, le barbasco, un végétal qui permet de raréfier l'oxygène de l'eau. Après avoir été ramassé, puis pilé, sa sève est disséminée dans l'eau en amont du cours d'eau. Au milieu de la forêt, le résultat de la pêche comme de la chasse est assez pauvre. C'est d'ailleurs pour cela que la plupart des chabonneaux sont construits à proximité des rivières. De plus, dans cette région montagneuse de la Parima et des hauts cours d'eau, près des sources, les gibiers et les poissons sont rares. L'abondance légendaire de la forêt amazonienne se situe plutôt vers les moyens cours d'eau et les régions de basses altitudes.
les rencontres entre communautés sont fréquentes. Beaucoup de liens de parenté les unissent. Certains Pachopekateri ont ici des frères, des sœurs, des germains. Très sociaux en période de paix, ils oublient leurs querelles qui font et défont les groupes et cellules familiales. Lors de ces rassemblements, on scelle de nouvelles alliances et des échanges commerciaux ou matrimoniaux. Les réunions sont aussi l'occasion de faire la fête. La danse et le maquillage font partie des rites de bienvenue. Les piercings en bambou qui traversent les lèvres ou les oreilles et le nez sont une simple démonstration de coquetterie. Au bout de 2 jours, Thierry décide de rentrer au Chabonneau près de la rivière. Dans l'après-midi, il effectue, comme à chaque expédition, un partage de cadeaux. L'accueil réservé par les Pachopekateri a été facilité par la présence de nos 2 guides Yanomami, mais aussi par la perspective de recevoir ces présents. L'homme blanc est, quoi qu'il arrive, avant tout et depuis toujours, un pourvoyeur de biens. Depuis 14 ans, Thierry prend soin d'offrir des objets qui ne bouleversent ni leur culture, ni leur structure sociale. Uniquement des machettes et des couteaux pour les hommes, quelques hameçons et du fil de pêche pour les enfants, des kilos de perles pour les femmes et des étoffes de cotonnade, toujours de couleur rouge, pour fabriquer les guayucos, le cache-sexe des hommes et les pagnes des femmes. Étoffe rouge couleur de sang, symbole du guerrier, fils du sang de la lune. Au matin du 10e jour, une scène étrange se produit. Au fond du Chabonneau, un homme est pris de violentes convulsions. Très vite, une très forte tension saisit tout le village. Thierry filme discrètement la scène. La veille, en fin d'après-midi, 2 hommes de la communauté de Djepro-Teriteri, sur le Rio Okamo, sont venus visiter une femme qu'ils n'avaient pas vue depuis plusieurs années. Cette femme avait fui sa tribu avec son futur mari, en désaccord avec sa famille. Bien qu'ils se soient présentés en amis, les 2 visiteurs ont jeté un sort au mari ou l'ont empoisonné avant de disparaître au petit matin. Selon Francisco, notre guide Yanomami, qui rapporte la situation, il est préférable de quitter immédiatement la communauté, même s'ils ne sont pas hostiles envers l'équipe. L'ambiance est à la guerre et Coroncho demande à Francisco de partir. En moins de 30 minutes, les bagages sont rassemblés et l'expédition quitte les Pachopekateri. Cet homme paraît simplement malade, pris d'un genre de convulsion épileptique. Pourtant, en descendant la rivière, en croisant des Djepro-Teriteri, ils confirmeront l'empoisonnement ou le sort qu'ils ont jeté à cet homme.
cet environnement hostile, avec peu de biens matériels, les Yanomami vivent en totale osmose avec la nature. La notion de propriété n'existe pas et ils ne se font jamais la guerre pour un territoire ou pour un objet. La société économique, telle que nous l'entendons, n'a pas de raison d'être dans la forêt. Puissent ces hommes vivre à l'écart de notre société aussi longtemps qu'ils le pourront et que nous le voudrons. Ces derniers survivants du monde de la forêt sont aujourd'hui menacés de disparition culturelle et physique. La pénétration constante et sauvage des missions évangéliques américaines sur le territoire amazonien fait des dégâts considérables chez les populations indigènes. Les chercheurs d'or et autres trafiquants menacent et assassinent parfois les Indiens. Les Yanomami sont toujours victimes d'épidémies au contact de notre civilisation. Les maladies des hommes blancs sont toujours mortelles. Ce sont les derniers hommes libres de l'Amazonie, Yanomami, êtres humains nés du sang de la Lune.